Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour. C'est Anne-Marie Kerouac qui est avec vous aujourd'hui. Et pour la première fois, le format de l'émission d'aujourd'hui va changer. Au lieu d'une demi-heure, on passe à 1 heure. Et la première partie sera semblable à ce que vous avez connu dans les dernières semaines. En deuxième partie, et ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines, on va avoir avec nous en studio des organismes, des organisations de Laval qui vont venir parler de leur mission, des services qui sont disponibles pour vous, Lavallois. Aujourd'hui, la thématique, ça va être la famille qui débute avec Mieux-être à Laval et des services aussi pour les familles qui sont déjà formées et des services en fait offerts aux familles de Laval, la place Saint-Martin particulièrement avec le bureau d'aide et d'assistance familiale. Ça sera donc en deuxième demi-heure et pour commencer, place à mes chroniqueurs d'aujourd'hui, Nicolas Poirier, Martine Larose et Younes El-Moustir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Vous allez bien? Très bien, ouais. Oui, un beau cœur aujourd'hui. Oui, mais on est pas mal synchro, je trouve. Oui, passez une belle semaine. Une très belle semaine. Très belle semaine. Et comme à l'habitude, aujourd'hui, notre table est garnie. On a des fruits de mer qui nous viennent de la poissonnerie Odessa. Salade de calmar, salade de crevettes et des crevettes cocktail. Et aujourd'hui, il faut que je vous avoue quelque chose. En fait, je serai comme vous à la maison. Je vais regarder la nourriture, mais je n'en mangerai pas. Je suis allergique aux fruits de mer. Parfait. Alors... Passe-moi ton assiette après, s'il te plaît. Je pense que Younes sera content ici. Et pour accompagner, on a un vin qui nous vient des vins Excalibur. Le vin, un Italien, Valpolicella. Un Valpolicella, oui, qui Superiore Ripasso. Un vin 2009, donc un petit rouge que je dégusterai. Tu nous épates à tous les semaines avec le vin. Elle, je pense qu'elle aime ça. Oui, moi, j'aime beaucoup le vin. Oui, commence pas à boire tout de suite. Et on reparlera un peu de la poissonnerie également Odessa, qui est dans le marché gourmand du Centropolis dans quelques instants. Et là, on commence tout de suite l'émission avec un grand événement qui a eu lieu à Laval le 15 février dernier, qui était le spectacle Rock and Rose. Et Younes et Martine, vous étiez présents. Et on va commencer avec Younes, qui va nous parler un petit peu de la nature de l'événement. C'était quoi ça, Rock and Rose? Tout à fait. Tantôt, tu m'as posé la question, est-ce que j'allais bien? Oui. J'ai répondu que j'allais très bien. Et l'une des causes pour laquelle je vais bien aujourd'hui, c'est cet événement-là. Parce que ça t'a mis de la joie dans le cœur? Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de plaisir à y être. Donc, ça se passait le 15 février dernier au Théâtre Marcel Champagnat. Le spectacle s'appelle Rock et Rose. C'est un spectacle bénéfice pour le Concert du Sein, animé par Mitsu et plusieurs chanteuses. Donc, on a 6 chanteuses qui étaient présentes et qui étaient en performance. Il y avait Nadia, France d'Amour, Florence K, Stéphanie Bédard, DJ Abeille, Mitsu. Que des filles. C'est un spectacle. C'est vraiment un fight de filles. Et imaginez-vous, j'étais dans cette gang de filles. J'ai eu la chance de les rencontrer, de les toucher. Exactement. Je suis sûr que tous les gars sont jaloux de moi. Donc, juste... Il y avait quand même d'autres gars dans la salle. Oui, il y en a eu plusieurs, même des gars, des personnalités hommes qui étaient présents dans la salle. Et juste pour vous dire que 50% des profits qui ont été amassés vont à la cause du cancer du sein. Mitsu est la porte-parole. Et c'est pas juste un spectacle. C'est une tournée partout à travers le Québec qui visite plusieurs régions de la province pour faire ce spectacle. Toujours le même spectacle. Et est-ce que les chansons ont un même thème? Non. Mais les chansons ont vraiment été choisies par les artistes. Qu'est-ce qu'ils avaient le goût de chanter, leur coup de cœur. Et c'est ce qui va être en spectacle à chaque spectacle. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette diversité des chanteurs aussi. Il y a plusieurs styles qui se mélangent, de retrouver du DJ Abeille qui est un petit peu plus party, du Mitsu, du Florence K. Donc, il y a beau mélange. Mitsu qui chante un peu moins maintenant, il faut le dire aussi. Donc, c'est une occasion pour le public de la revoir aussi, le chanter. Ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas fait de spectacle, qu'elle n'était pas montée sur les planches. Et elle était un petit peu nerveuse. On peut s'imaginer, oui. Donc, c'était une soirée. Il y avait quand même beaucoup de monde au Théâtre Marcel Champagnat. La salle était relativement assez
pleine, oui. Oui, il y avait des artistes aussi qui étaient présents quand il y a eu Simon Morin, Brian O'Day, des ex-Star Academy. Académiciens, oui. Sophie Pelletier, Jean-Marc Couture, André-Anne Leclerc. Il y avait même Joël Legendre qui était sur place. Michel Jasmin aussi, j'ai croisé Michel Jasmin. Il y avait Julie Dupage. Donc, une belle réceptivité vraiment du... Et on a lancé ce concept de spectacle à Laval. Donc, c'était la première. Oui, tout à fait. Pour les prochaines semaines, on va le voir à travers le Québec. Alors, c'est vraiment 6 filles qui se promènent à travers 6 villes sur une période d'environ 6 semaines. Et est-ce que c'est censé revenir à Laval à un moment donné ou c'était juste une seule soirée? C'était une seule soirée. C'est une seule soirée. On ne sait pas dans le futur si l'année prochaine, ils vont décider de refaire l'événement. Ça sera... Mais là, pour avoir une bonne idée de la soirée, vous étiez présent et là, vous avez rapporté des images aussi. On va aller voir comment c'était au spectacle Rock'n'Rose le 15 février. Mais en tout premier lieu, j'aimerais vous dire un gros merci à vous tous d'être là. Parce que je sais que des causes, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Et ce sont de bonnes causes aussi. Mais évidemment, celle pour la lutte contre le cancer est très importante pour nous. Vendredi 15 février, c'est ce soir, ici à la salle Marcellin Champagnat de Laval, que débute la tournée Clin d'œil Rock'n'Rose avec Mitsu, Nadja, DJ Abeille, Florence K, France d'Amour et Stéphanie Bédard. Et je suis très, très heureux parce que je vais être entouré d'une belle brochette d'artistes. Elles sont belles, elles chantent bien. On a eu l'occasion de leur parler. Voici ce que ça donne. La vie, c'est bien content, j'en ai trop à compter. Je n'irai pas ailleurs. La tournée Rock'n'Rose débute ce soir et je suis en compagnie de Nadja, France d'Amour, Mitsu, Stéphanie Bédard, Florence K et DJ Abeille. Dites-moi les filles, c'est quoi la tournée Rock'n'Rose? Bien, la tournée Rock'n'Rose, c'est le début d'une aventure, en fait. C'est Clin d'œil qui nous a offert, peut-être pour le 20e anniversaire de la Fondation du cancer du sein, de faire une levée de fonds pour la Fondation un petit peu partout à travers le Québec. Donc, la première c'est ce soir, ici à Laval, puis après ça, on s'en va à Chicoutimi, Gatineau, l'Assomption, Saint-Hyacinthe, Québec, entre autres. Donc, 6 filles, 6 villes. Êtes-vous nerveuse? Rendu là, vous autres, je pense qu'on a juste hâte que ça soit fait. Ben, moi, c'est 5 minutes avant. moi, c'est comme ma face, ça paraît pas trop, mais en dessous, ça fait... comme ça. J'avoue. Ah oui, hein? Je suis nerveuse, c'est normal. Moi, je suis nerveuse un petit peu parce que je m'occupe des musiciens puis je veux que les filles brillent puis je veux que les musiciens jouent bien pour les filles. Donc, j'espère qu'ils vont faire une belle job pour vous amener là. Mais vous faites déjà une belle job. Non, mais tu sais, Nous autres, on n'est pas inquiets. France est la directrice musicale. Directrice musicale du show. Est-ce que c'est tout toi qui as décidé des chansons? Moi, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé parce que vous avez tous des registres différents. Est-ce qu'il y a eu des prises de bec ou des difficultés à choisir des chansons? On entre toutes une et l'autre dans l'univers de chacune. Moi, je chante des bouts de chansons à France et vice-versa. Tout le monde, on entre chacune dans nos univers. C'est le fun. Tu sais, je veux dire, quand est-ce que j'ai la chance, moi, de chanter en espagnol avec Florence, tu sais? Fait que je chante mon espagnol. Il a fallu qu'elle m'explique ce que je chantais parce que je comprenais rien. Mais c'était le fun. Je suis très beau. Je chante même mes petits moves de salsa. C'est trippant. Alors, c'est pas la grande bosse qui a toutes pris les décisions. Non, c'est les filles qui ont choisi les chansons. C'est des coups de cœur qui ont choisi, qui ont envie de chanter. Puis c'est ça, on s'entraîne. Moi, je joue de la guitare. J'accompagne sur une chanson de Clash Mitsu. Je capote. C'est mon moment de la soirée. Je me prends pour un guitariste rock. J'ai bien du fun. Merci. Mais est-ce que vous connaissiez tous avant ou comment est venue l'association de chacune des filles? Moi, je connais France depuis plus de 20 ans, parce qu'on a commencé notre carrière à peu près ensemble, mais je pense qu'on n'a jamais passé autant de temps ensemble. Je pense que quand on va terminer cette tournée-là, on va s'ennuyer pas mal. Vous allez être des meilleurs amis, je suis sûr. On est avec une belle brochette d'artistes. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce spectacle-là? Mais c'est sûr que moi, j'ai mon petit moment, donc un peu plus nightlife, où je vais faire la DJ. Donc, je vais être perchée là, assez haute. Et puis, c'est un beau trip, franchement, pour moi, de pouvoir faire un melting pot, justement, entre de la musique qui rock et des choses aussi de la musique un peu plus féminine, si on veut. Donc, je pense que ça rejoint un peu tout ça.
Et quelle est l'importance pour vous de vous lier à un événement comme celui-là ce soir? Bien, la cause, on le dira jamais assez. En fait, c'est vraiment pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. C'est la Fondation du cancer du sein du Québec. C'est notre manière à nous de pouvoir ramasser des sous parce que dans le fond, ce qu'on fait le mieux dans la vie, c'est de la musique, c'est chanter, c'est faire de la scène. Donc, on donne de cette manière-là. Puis je pense qu'on fait bien ça. Oui, ben je confirme. Il y a une belle chimie. Je vous souhaite un bon spectacle. Merci. Amusez-vous bien et on a hâte de vous voir. Merci beaucoup. Merci. On a hâte de vous voir. Alors, toute une ambiance vendredi à ce show Rock'n'Rose, qui est une belle initiative aussi pour ramasser des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Oui, tout à fait. Et on a assisté au spectacle et j'ai beaucoup aimé les prestations de tous les artistes qui étaient là. Alors, Mitsou, son Should I Stay, Should I Go a vraiment été en feu lorsqu'elle a chanté ça. Ensuite de ça, bien évidemment, avec Florence K et Nadja qui ont des voix très impressionnantes. À couper le souffle, bien évidemment. Il y a Florence K qui a repris Bye Bye Mon Cowboy à une version tout à fait différente. Hein. Bye Bye Mon Cowboy s'est fait reprendre dans différentes versions. Mais peut-être plus latin, non? Non, mais une version piano, un peu plus... romantique? Je dirais plus un peu plus blues, un peu plus jazzy. Et est-ce qu'elle est bonne, cette nouvelle version-là? Oui, très bonne, la nouvelle version. Évidemment, bon, comme tu mentionnais tantôt, oui, il y a plusieurs artistes dans la salle, énormément. Et je pense que les gens ont vraiment apprécié le spectacle. C'était vraiment un excellent spectacle. C'était la première. Puis les billets aussi sont très raisonnables. Oui, ils sont très raisonnables. Alors, c'est vraiment accessible pour à tout le monde. Pour voir tous ces artistes-là quand même réunis, là, c'est assez rare qu'on voit autant d'artistes en même temps dans un spectacle. Absolument. C'est une belle brochette d'artistes. C'est un beau cadeau. Et j'ai parlé à plusieurs personnes là, qui assistaient au spectacle et qui m'ont dit, bien, pourquoi pas, 2 pierres d'un coup, on participe à la Fondation du cancer du sein en donnant un peu. Et en même temps, bien, on a la chance de faire un party de filles, de s'amuser et de faire le party. Donc, pourquoi pas en profiter. Et c'était un vrai party de filles? C'était un vrai party de filles. Ouais. Bon, moi, je dirais le seul bémol que je pourrais dire, c'est que DJ Abeille est arrivée vraiment à la toute fin. Moi, je m'aurais attendu à la voir, la prestation qu'elle a donnée. J'aurais aimé la voir pratiquement au début pour vraiment tout de suite amorcer le spectacle un peu plus fort. Faire lever les gens. Pour mettre les gens dans l'énergie tout de suite. Oui, parce que c'est quand même un bon spectacle de presque 2 heures. Et à la fin, moi, je sentais peut-être que les gens étaient un peu plus fatigués pour monter comme ça. Mais sa performance à DJ Abeille était remarquable, vraiment. Comme d'habitude. Hein? C'était exceptionnel. Mais je l'aurais déplacé au début pour que, justement... Peut-être début-fin pour mettre l'ambiance dès le début puis revenir à la fin pour terminer. Vous avez dit party de filles. Ouais. Et chaque fois qu'il y a des parties de filles, il y a les gars qui suivent. Pour voir c'est quoi la curiosité. Il y a eu une belle petite compétition qu'il y a eu aussi entre les garçons et les filles. Alors, Nadja faisait crier les garçons et France d'Amour faisait crier les filles. Et ça a été vraiment pratiquement ex-aequo, là. Il y avait pratiquement autant de filles que de garçons dans la salle. Alors, est-ce que c'est les filles qui ont traîné leur chum là-bas? Ou est-ce que c'est ma grosse voix? Younes avec un porte-voix. Exact, c'est ça. Alors, un excellent spectacle. Il reste encore, donc, c'est le premier spectacle. Il en reste encore 5 à voir. Alors, il y aura Chicoutimi, Saint-Hyacinthe, Gatineau, l'Assomption et Québec. Alors, pour plus de détails, vous allez sur le site de Clin d'œil. Oui, parce qu'on ne l'a pas mentionné, c'est Clin d'œil qui a vraiment eu l'initiative de ça, parce que Clin d'œil fait plusieurs campagnes pour ramasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Et est-ce qu'ils veulent le refaire à chaque année? C'est vraiment comme un essai cette année, puis si ça marche bien... C'est vraiment un essai cette année, à voir si ça fonctionne bien, si les gens répondent bien à la demande pour les spectacles. Il aimerait ça. Absolument, et jusqu'à date, ça va très bien. Et en rappelant aux gens qui nous écoutent, c'est 50% des profits qui vont à la Fondation du cancer du sein. Donc, je crois que c'est un spectacle qui vaut la peine. Et en même temps aider. Exactement, c'est ça. Alors, c'est vraiment deux... Donc, surveillez le spectacle Rock'n'Rose dans votre région. Il reste 5 spectacles dans les prochaines semaines. Younes et Martine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, autour de la table, on a des produits de la poissonnerie Odessa dans le marché gourmand du Centropolis. On va remonter un petit peu aux sources, mais pas jusqu'à la mer. On va aller visiter cette poissonnerie avec notre nouvelle collaboratrice Claudia Lahaye-Richard.
Bonjour, ici Claudia Richard. J'ai le privilège de vous faire découvrir la poissonnerie Odessa au Centropolis de Laval. Je vous emmène donc faire un tour dans le monde sous-marin. Bonjour, Monsieur Chagnon. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer les multitudes de services que vous offrez ici à la poissonnerie Odessa? Bien, Odessa, premièrement, on est aujourd'hui dans la plus grande superficie de poissonnerie au Québec. On parle d'une poissonnerie qui couvre 10 000 pieds carrés au vendant. Au niveau des services, au-delà des poissons frais, là, de la variété complète de poissons frais qu'on offre à nos consommateurs, on a un service de traiteur, donc des plats à emporter, cuisinés sur place, jour après jour, frais du jour. Puis tout ça à partir là, de 5,99. On a à l'occasion des repas complets à partir de 3,99. Là, on parle d'un filet de poisson servi avec riz ou pommes de terre ou salade et légumes du moment. Donc, on pense avoir une offre assez complète au niveau de tout ce qui inclut les fruits de mer, le poisson, les crustacés. On a une variété qui couvre au-delà de 500 items différents, poissons seulement. C'est sûr, on fait nos marinades. Ça, c'est le prêt à manger. Ça, c'est le prêt à manger préparé dans les cuisines. Donc, nos chefs préparent du prêt à manger, prêt à emporter chez le consommateur, soit un prêt à cuire ou un prêt à chauffer. Donc, ce comptoir-là sert à ça. On a des poissons entiers. On a des poissons entiers, bien sûr, différentes provenances dans le monde. Comme vous pouvez voir, on a une grande variété d'huîtres. On peut dire qu'on a une vingtaine de pieds d'huîtres en comptoir de façon constante et jour après jour pendant l'année. Puis après ça, on a toutes nos portes de surgelés. Là, on parle d'une vingtaine de portes avec toutes les provenances, encore une fois. Le poisson, les calmars, les cuisses de grenouille, les pétoncles, les langoustines, les légendaires langoustines d'Islande, le meilleur produit langoustine, puis d'autres langoustines aussi de différentes provenances. Mais en fin de compte, on parle d'un choix très complet. On vous garantit la multitude et puis la qualité. On a une politique de fraîcheur absolue aussi. Et, donc, on garantit nos produits. C'est frais. Ça rencontre les plus grandes normes. On a des fournisseurs directs comme les poissonneries, comme la compagnie True North, qui est un des plus grands transformateurs de poissons de saumon au Canada. Nos chefs ici, nos conseillers au service à la clientèle, nos poissonniers, sont formés pour répondre à peu près toutes les questions qu'un consommateur peut se poser sur les meilleures façons pour cuire. Vous êtes aussi à travers le Québec. Vous avez plusieurs succursales au Québec. Oui, ça me fait plaisir de vous dire qu'on se définit comme la plus grande poissonnerie, la plus grande chaîne de poissonnerie au Québec. On a 7 succursales. Alors, je vous invite à venir faire un tour à la poissonnerie Odessa du Centropolis de Laval. Vous pouvez aussi visiter leur site internet www.odessapoissonnier.com et ils offrent des dégustations à toutes les fins de semaine. Bon appétit! Alors, on plonge maintenant dans le monde du cinéma, comme à chaque semaine, avec Nicolas Poirier. Et cette semaine, Nicolas, tu nous parles d'un bon film? Écoute, pas sûr. Le nouveau Die Hard, ça fait 25 ans cette année que Die Hard est né au cinéma, mais ça date de encore plus longtemps que ça. Au tout début, ça a commencé avec un roman. C'était un roman au début et...
Oui, tout à fait. Et ça a été écrit par Roderick Thorpe, qui avait fait ça, c'était le 2 d'ailleurs. La première version a été écrite en 66. Il y a eu un film là-dessus en 68 avec Frank Sinatra. Donc, l'écrivain a décidé d'écrire une deuxième version en 79 pour que Frank Sinatra revienne à l'écran dans le même personnage. Et finalement, il a refusé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le projet a un peu tombé à l'eau jusqu'à ce que quelques années après, John McTiernan, qui a fait Prédateur dans les années 80, qui était extrêmement connu comme réalisateur, décide de s'embarquer dans Commando 2. Le premier a été fait en 85, le gros film d'action avec Schwarzenegger, il va sauver sa fille, puis bon... donc, il était censé faire le 2. Puis bon, pas besoin de savoir le reste. On connaît tout le reste de l'histoire. Et finalement, le 2 qui était censé se faire, Arnold a dit non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ben on va faire Die Hard. Ils ont changé un peu le scénario. Ils ont mis Bruce Willis dedans, qui était une star télé à l'époque. Et finalement, ça a extrêmement bien marché, même que ça les a surpris. Oui, je me souviens, à l'époque, c'était Die Hard qui était le film. C'était gros. Et si on se rappelle bien, à partir de ce moment-là, entre 1990 et environ 99, la plupart, mais pas toutes, la plupart des gros films d'action qui sont sortis au cinéma, c'était la même base. C'était des méchants terroristes qui prenaient des otages. Et tout ça, ça vient de Die Hard. Mais bon, il y en a eu... C'était vraiment le courant qu'il y avait dans ces années-là. Tout à fait. C'était la mode de l'époque. Tu as eu un 2 qui a été fait en 90, qui était un peu moins bien coté. Oui, c'est ça, je me disais. Il me semble que ça a moins bien levé que le premier. Oui, ben, l'argent était là, mais bon, est-ce que les gens... L'engouement était peut-être moins. C'est ça, mais surtout, c'était pas John McTiernan qui l'a réalisé, c'est Rennie Harlin, qui a été connu pour faire des films d'action, des films d'horreur dans les années 80. Il a fait Cliffhanger en 93 et il a fait un flop incroyable en 95, Cutthroat Island, avec 110 millions de pertes, quelque chose qui n'a pas d'allure, là. Et en 95, le Die Hard 3 est arrivé et John McTiernan est revenu à la barre en tant que réalisateur. Et là, ça a pogné, ça a marché, c'était super. C'est un de mes préférés. Je sais pas si vous en avez des préférés dans les Die Hard. Le 3. Le 3? Moi, je pense que c'est le premier que j'ai particulièrement aimé. Oui, mais c'est drôle, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que des fois, il y a plusieurs films qui ont plusieurs séries, le premier, le deuxième, le troisième, mais des fois, c'est pas le même réalisateur? Ah ben tout à fait, c'est Est-ce que ça a un impact sur la réussite du film et la réussite de l'histoire? Parce que c'est plus la même vision. C'est sûr que ça a un impact sur ce qu'on voit à l'écran, mais souvent, ce qui se passe, c'est que c'est les mêmes producteurs qui sont là, donc ils s'assurent qu'il y a un peu le même look. Parce que c'est ça, en 2007, il y en a eu un autre qui s'appelle Live Free or Die Hard, et celui-là était un peu moins bien coté. C'était Len Wiseman qui a réalisé le film. Et c'est qui, lui? Bien, c'est celui qui a fait la trilogie Underworld. Donc, il était plus habitué avec les films de vampires. Ça passait correct. Et là, le nouveau Die Hard... Pour fêter le 25e anniversaire. Qui serait considéré le 4e? Qui se considère le 5e. Le 5e. Mais mon avis à moi, c'est pas un Die Hard. Ça aurait pu s'appeler Paul et Johnny sauvent le monde des méchants russes. Puis ça aurait pu être pareil. Bruce Willis. Bien, il est bon, Bruce Willis, mais le problème, l'action est là. L'action, c'est bourré d'action. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment le personnage. Bruce Willis, il est pas... c'est pas le John McClane que je me rappelle, moi. Il est là pour sauver son garçon. Il se bat contre les méchants russes. Il y a un peu de cliché qui revient un peu trop souvent, qu'on voyait le 10 ans, les gros méchants russes. On a peut-être moins modernisé le scénario. C'est ça. Mais... C'est une époque qu'on a passée. Là. Il y a plus... Les films, on retrouve plus dans les films américains cette caractéristique qui oppose les États-Unis à la Russie ou aux pays qui sont... C'est ça, mais bon, on l'a vu beaucoup. Mais bon, cet aspect-là revient, mais l'action est bien. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve redondant dans le film? Est-ce que c'est ça qui perd oui, bien, le problème avec ce qui est bon dans les Die Hard, c'est le personnage de John McClane, c'est l'histoire, c'est l'humour qu'il y a là-dedans. Et l'histoire, il y a à peu près rien. On voit tout arriver. C'est assez proche comme histoire. Donc, tu suggérais qu'on n'aille pas trop le voir au cinéma, peut-être? Qu'on attende qu'il soit en DVD? Moi, je pense qu'il ne faut pas considérer ça comme un Die Hard. Si on va voir ça au cinéma, c'est un film, il y a de l'action, on est diverti, c'est correct. Si on s'attend à avoir un bon Die Hard, on peut être déçu. L'action est au rendez-vous, mais bon... Et le titre exact de ce Die Hard? C'est A Good Day to Die. Et c'est John... Bonne journée pour mourir. Bonne journée pour mourir, le Die Hard numéro 5 avec Bruce Willis. À voir si vous aimez les films d'action ou si vous aimez Bruce Willis. Merci beaucoup, Nicolas.
Pour terminer ce premier segment de Ça vaut le détour d'aujourd'hui, je vous donne un petit coup de cœur. Et là, je vais rester dans mes allergies d'aujourd'hui. C'est un coup de cœur pour les autres, en fait. Je vous parle de la ferme L'Auteuilloise. C'est une ferme à Laval, donc dans la région dans le quartier Auteuil à Laval. Et c'est une ferme avec des chevaux. Et souvent, quand l'hiver commence, on se dit « Ah, ça va être long. Non, l'hiver, il fait froid. » Mais là, on est déjà fin février. L'hiver, il en reste juste quelques semaines déjà, là. Un petit peu, puis ça part. Hein, déjà, donc, pour en profiter. C'est quasiment triste. On souhaite, mais quand même, on peut en profiter l'hiver pour faire des activités intéressantes. Et à la ferme L'Auteuilloise, on peut faire toutes sortes d'activités avec les chevaux. Mais là, on sort des activités traditionnelles de juste faire une balade à cheval, en carriole. Il y a ça. Vous pouvez prendre des cours d'équitation, mais il y a 2 activités spéciales, entre autres, dont une qui est unique au Québec, paraît-il, le poney luge. Ah, le poney luge. Je connais très bien, moi. Je suis sûr qu'il y a des vidéos de ça sur le web. Ça sonne... Ça sonne... C'est pas comme la luge, là. Oui, c'est ça. C'est ça, tu prends un poney, tu découches-toi, puis tu glisses avec. Non, c'est pas compliqué, là, c'est de même. Tu mets des petits patins, puis tu glisses. Exactement. En fait, c'est selon le principe des chiens de traîneau. Donc, au lieu de prendre des chiens, un attelage de chiens, on prend un poney et il y a une luge derrière et vous pouvez apprendre à conduire. C'est plusieurs poneys ou juste un? Non, un poney quand même, parce que là, plusieurs poneys, ça serait gros. Mais donc, il y a un poney, vous avez un petit cours de 15 minutes pour apprendre à vraiment bien le diriger. Le contrôler. Contrôler le poney. Oui. Puis après ça, donc, vous êtes sur la luge et vous faites un petit tour dans le bois, tout ça, avec le poney. Donc, c'est une façon quand même originale de se promener et c'est je pense, 1 à 6 personnes qui peut être C'est une très bonne idée pour une date aussi, tu sais. Ben oui, c'est original sur ce genre d'activité-là. On n'entend pas beaucoup parler, non, mais en fait, c'est les seuls au Québec qui font ce type d'activité-là. Alors, de remplacer les chiens de traîneau pour ta prochaine oui. Ah oui! Hey, bébé, on va-tu faire un petit tour de poney? J'adore ça. Et on conduit le poney. Et l'autre activité qui est spéciale aussi là-bas, ils appellent ça le ski joring. Ah! Donc là, il y a encore un cheval d'impliqué là-dedans, mais là, vous devez arriver avec soit vos skis alpins ou votre planche à neige et vous êtes tiré par un cheval. C'est un peu comme le principe du ski nautique, mais sur la neige et le cheval peut aller au galop. Là. Donc, tout dépendant de vos habiletés de skieur ou de planchiste, là, évidemment. Donc là, vous êtes derrière si vous êtes des bons skieurs. Non, parce que mes amis. Donc là, tu peux dire lentement au petit trot. Okay. Ouais. Est-ce que c'est les seuls au Québec qui font aussi cette activité-là? Non, mais sur leur site, ils disent pas que ce sont les seuls, mais il n'y en a pas beaucoup quand même, des endroits où vous pouvez aller faire ça. Une belle idée d'activité de famille pour la semaine de relâche. Et justement, c'est la semaine de relâche très bientôt. Et comme je le disais, il ne reste pas beaucoup de semaines à l'hiver. Là, il y a encore de la neige et c'est pas loin, c'est à Laval. C'est sur le boulevard des Mille-Îles à Laval, dans la région d'Auteuil. Et donc, le ski joring ou les carrioles, les cours d'équitation, vous pouvez aller en faire et pour encore quelques semaines. Et après ça, ça sera les activités de printemps et d'été. Voilà, c'est ça. Je serais curieux s'il y a du snow avec un poney. Peut-être pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise, mais... Peut-être pour les enfants. Sinon, parce que paraît qu'avec le ski joring, tu peux même faire du slalom et faire des sauts à ski. Ah ouais? Tellement ça va vite. Un peu comme c'est quasiment un sport extrême. Presque. Les chevals, est-ce qu'ils sont entraînés pour ça? Le cheval part, puis s'il y a quelqu'un sur le cheval, bien sûr, qui va le diriger pour le faire aller vite, plus vite ou moins vite. Donc, c'est à la ferme L'Auteuilloise. Vous pouvez aller sur leur site fermel'auteuilloise en un mot.com. Vous pourrez avoir les horaires, les tarifs pour toutes ces activités-là. Quand même, des petites activités originales que je ne peux exécuter, malheureusement. Je suis allergique aux chevaux. Bon. Je pensais que tu étais allergique au poney aussi. Ben oui, au poney aussi. Aussi? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Donc, tu es allergique à tout? Aujourd'hui, c'est mon spécial allergie. Puis c'est là-dessus que va se terminer le premier segment de Ça vaut le détour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois. C'est un plaisir. À toi. Younes, Martine et Nicolas. Plaisir partagé. Dans quelques instants, je vous retrouve pour la toute nouvelle section de Ça vaut le détour avec des organismes de Laval. Alors, c'est la deuxième portion de Ça vaut le détour qui commence. Nouveauté cette semaine où on va parler ensemble de plusieurs thématiques. Cette semaine, on commence avec la famille. On pourrait dire la famille à ses tout débuts et aussi la famille un peu au courant de son évolution. Avec 3 invités autour de la table. Tout d'abord, Valérie Pouillane, qui est réalisatrice et productrice du film L'Arbre et le Nid. Bonjour. Bonjour. On a également Lisanne Grégoire qui travaille pour Mieux Naître
Mieux-être à Laval. Bonjour. Bonjour. Et Annick Simard, intervenante communautaire au Bureau d'aide et d'assistance familiale de Place Saint-Martin et ses environs. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ça vaut le détour. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de la famille dans son ensemble. Et on va commencer avec Mieux-être à Laval, vous, Madame Grégoire. Donc Mieux-être à Laval, qui est un organisme, un projet qui est en démarrage. C'est pas tout à fait établi encore à Laval. Exactement. Tout d'abord, si on parle de pourquoi vouloir faire un organisme comme ça, Mieux-être à Laval? Bien, à l'origine, c'est en constatant qu'à Laval, on n'avait pas de service sage-femme. Alors qu'on est entouré de ces services-là. Il y en a 3 services à Montréal, dont 2 maisons de naissance. Il y a une maison de naissance dans les Laurentides à Blainville. Et il y a aussi maintenant, c'est tout récent, l'annonce vient d'être faite pour une maison de naissance dans Lanaudière. Les services devraient commencer l'été prochain. Et puis à Laval, une belle grande région où on a près de 5000 naissances par année, on n'a pas ces services-là. Puis, par la suite, on a constaté qu'on n'avait pas non plus de centre de ressources périnatales. Ça, ce sont des centres où on offre un panier de services autour de la naissance, de préparation à l'accouchement, soutien à l'allaitement, yoga périnatal, toutes sortes de services, le relevail pour la mère après l'accouchement. Et ça, encore là, il n'y en a pas à Laval. On a un centre de ressources périnatales à Saint-Eustache, un autre à Terrebonne. À Montréal, il y en a 4 services de ce genre-là. Et nous, les Lavalloises doivent se tourner soit vers le privé ou sortir de la région pour accéder à ces services-là. Donc, la demande est venue de l'intérieur? Vous êtes venue des Lavalloises qui demandaient ce genre de services? Oui, principalement, là, comme je vous dis, au départ, c'était les services sages-femmes, puis ça a été un constat par la suite que c'était pauvre, finalement, en services en périnatalité à Laval. Alors, on a développé un projet qui est à 2 volets. Le Centre de ressources périnatales, qui est en fait, ça se développe sous le modèle de l'économie sociale. Alors, on est la 20e entreprise d'économie sociale à faire partie de ce réseau-là à Laval. Puis, on fait aussi partie du réseau des centres de ressources périnatales du Québec. Et puis, l'autre volet, c'est de développer la maison de naissance. Ça, on fait ça en étroite collaboration avec le réseau de la santé, parce que les sages-femmes, ce sont des services qui sont délivrés par le CSSS, donc dans le système de santé. Et nous, ce qu'on souhaite, tout simplement, c'est que ces services-là soient hébergés sous le même toit que notre centre de ressources périnatales. De faire un grand centre pour tous les mêmes services. Et là, vous en êtes où? Vous en êtes où dans l'élaboration du projet? On s'est incorporé là, en organisme à but non lucratif en 2010. Et puis là, on est en période de pré-démarrage. Ça, c'est dans le jargon du Réseau d'investissement social du Québec. Donc, pour le démarrage d'entreprise. C'est ça. Le pré-démarrage a une durée de 2 ans. Puis on a un prêt de cette maison d'investissement-là qui soutient l'économie sociale. On a aussi une subvention de notre conférence régionale des élus. Et puis, on a la collaboration de la Ville qui nous a offert un terrain. On a plusieurs partenaires. On est en développement de partenariat parce que pour mettre en place ce centre-là, notre objectif, c'est de construire une maison sur mesure. Et là, on est en train de prendre exemple sur la maison Alzheimer de Laval, où tout a été construit de façon par des dons et des commandites. Alors là, on a déjà des firmes d'architectes intéressées, firmes d'ingénierie, et là, on doit développer et continuer ces alliances-là. Dans quel secteur, cette maison? C'est pas encore déterminé. Ah, OK. Vous avez un terrain, vous ne savez pas où c'est ça. Le terrain n'est pas encore identifié formellement. Et puis, donc, on attend pour une annonce officielle. Là. On ne le sait pas encore nous-mêmes. Là. Mais ça va quand même bien. Le projet se développe bien. Vous pensez peut-être ouvrir dans Selon 2014? Notre scénario, c'est ça. C'est au printemps 2014 qu'on ouvrirait nos portes. En ce moment, donc, on n'a pas de services comme tels qui sont amorcés. Par contre, on a amorcé un certain volet de notre projet qui est l'animation de la vie communautaire. Parce que ça se veut un milieu de vie où les parents vont pouvoir se rencontrer à une étape de la vie où ils vivent la même chose, à accueillir un nouveau bébé. Donc, souvent, les femmes tombent en congé de maternité. Leur milieu social habituel, là, elles en sont retirées pour une certaine période. Donc, elles vont pouvoir rencontrer d'autres femmes qui vivent la même chose. Trop en contact avec des gens, là, c'est ça. C'est ça. Façon de briser l'isolement. Exactement. C'est tout à fait ça l'objectif. Et on a commencé à organiser des cafés-causeries. Le dernier, c'était un croque-livre. On a fait ça à la bibliothèque de Sainte-Rose. Donc, c'était un échange sur les livres concernant la maternité, l'accouchement et le bébé. Alors, ça a réuni une vingtaine de femmes de Laval. Ça a été très populaire. Bon, puis donc, puis les thèmes, on y va aussi avec ce que les femmes ont envie de parler. Donc, là, a été mentionné l'introduction des solides. Alors, on va organiser quelque chose avec une nutritionniste. Et puis, on répond à cette demande-là. Puis là, ça permet de tisser des liens et tout ça. Et c'est en lien aussi avec ce que vous faites au Bureau d'aide et d'assistance familiale, parce que là, on parle de périnatalité, donc les familles qui sont au tout début, les balbutiements. Et là, vous parliez de causerie, de briser l'isolement. Et c'est beaucoup des choses qu'on retrouve chez vous aussi, là.
le fait de vouloir regrouper les gens, développer un esprit de communauté, un esprit d'appartenance? Oui, tout à fait. Nous, on fait 0-5 ans, principalement. En fait, c'est sûr que les parents ont des familles nombreuses. Les familles sont bien peuplées, mais je veux dire, on ne met pas de côté les enfants d'âge préscolaire et les un petit peu plus vieux, mais c'est sûr qu'on concentre nos activités sur les mères avec leurs jeunes enfants, là, principalement 0-5. Et un petit peu plus vieux, donc vous pourrez travailler aussi en collaboration, si j'imagine bien. Oui, bien, ça a été, dans le fond, un amorcement, si on veut. On a amorcé des choses, à savoir qu'on veut que Mieux-être à Laval vienne expliquer un petit peu aux parents, dans le fond, les choix qui s'offrent à eux, à elles, quand elles décident d'accoucher dans les hôpitaux ou dans une maison de naissance. Donc, qu'est-ce que ça représente, ces choix-là, pour ces familles? C'est ça. Puis quelle sorte de ressources il peut y avoir, comme par exemple, il y a l'accompagnement à la naissance. Ça, c'est un service qui est en développement au Québec actuellement. Il va d'ailleurs y avoir la création d'une association québécoise des accompagnantes à la naissance. Donc, c'est une personne qui rencontre le couple pendant la grossesse, pour voir qu'est-ce que sont leurs désirs, c'est quoi les appréhensions, qu'est-ce qu'ils aimeraient de particulier pour le moment de l'accouchement. Et puis, cette personne-là, après, va être là toute la durée du travail et de l'accouchement. Donc, c'est un soutien continu. C'est assez intéressant à l'hôpital parce qu'on doit nécessairement s'adapter au personnel. Puis des fois, ça change quand le chiffre est terminé, on change d'infirmière. Puis même si la collaboration est très bonne, c'est quand même intéressant pour le couple d'avoir quelqu'un qu'ils ont rencontré avant, puis avec qui il y a une continuité. Un lien de confiance Exactement. Qui se développe. Et là, vous parliez aussi, pour pouvoir réaliser votre projet de cette grande maison, vous avez besoin évidemment de financement. Et vous avez fait plusieurs activités au cours de 2011-2012. Et là, vous avez, d'où le lien avec Mme Pouyanne, vous avez une activité de financement qui s'en vient dans quelques temps, le 11 mars. Exactement. Qui sera la projection de votre documentaire « L'arbre et le nid ». Tout à fait. Alors, c'est vraiment... on est très, très heureuse et fiers de pouvoir présenter ce film-là et je vais laisser Valérie en parler. Oui. Mais bon, juste en une phrase, ça traite de l'accouchement et c'est un outil de sensibilisation puis d'éducation populaire, on pourrait dire. Et pour nous, donc, on fait ça au cinéma Guzzo le 11 mars à 19h et la projection va être suivie d'un panel de discussion où il va y avoir... Valérie qui va venir au panel. Il va y avoir aussi le docteur Guy-Paul Gagné, qui est un gynécologue obstétricien spécialisé dans... en fait, il est directeur du programme AMPRO. C'est un programme pour l'amélioration des pratiques obstétricales. Il va y avoir aussi Stéphanie Bélan, qui est une membre de notre conseil d'administration. C'est une membre fondatrice de Mieux-être à Laval. Puis elle a eu 4 enfants. Elle a connu l'accouchement à l'hôpital, en maison de naissance et à son domicile. Et elle a aussi une formation d'accompagnante à la naissance. Puis, on devrait avoir quelqu'un du réseau de la santé. On attend encore une confirmation. Et bref, c'est une soirée qui est à la fois pour ramasser des fonds. Et donc, on a un programme de soirée, des commanditaires. Puis, je soulignerais la participation importante de Les Aliments La Mère Poule, qui ont été notre commanditaire exclusif à un autre événement et qui nous soutiennent encore pour cet événement-ci. Donc, cet événement qui aura lieu le 11 mars. On va parler donc de ce documentaire que vous avez fait, donc L'arbre et le nid. Avant d'en parler, on va tout de suite se donner un peu un avant-goût du documentaire en allant voir un extrait de la bande-annonce. Jusqu'à une date récente, pour avoir un bébé, une femme était obligée de compter sur ses propres moyens, c'est-à-dire sur ses propres hormones. Respirez! When epidurals are used routinely, sort of mindlessly, we get into lots of problems. Si on continue dans la même voie, dans un avenir très proche, ce sera la façon habituelle de mettre au monde des bébés. Babies out, 10-14. Ce sont des questions qui devraient intéresser tous ceux qui se sentent concernés par l'avenir de l'humanité. Ce qui est extrêmement important d'expliquer aux femmes, c'est tout ce qui se passe dans leur corps quand elles accouchent. Si le sacrum est bloqué sur une table, c'est sûr que la douleur, elle devient très, très vite insupportable. J'ai vu que les sages-femmes du Québec avaient fait ce choix, qui est un choix très audacieux, très unique au monde, j'ai l'impression, de se consacrer à 100% au physiologique naturel.
On croit que les femmes sont capables, autonomes, puissantes pour mettre leur enfant au monde. Ta main minuscule entre mes doigts géants et dans tes yeux je bascule dans l'infiniment grand. Étincelle de vie de nos corps. Donc, on vient d'avoir un aperçu de ce documentaire, L'arbre et le nid, produit et réalisé par vous, Valérie Pouyanne. Donc, c'est un film qui pas encore projeté, qui sera projeté dans le cadre de l'événement Bénéfice avec Mieux-être à Laval. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce documentaire? On a commencé le tournage en octobre 2010. À l'occasion de la pièce Naissance, qui était en répétition, qui n'avait pas encore été présentée. Puis moi, j'ai une amie qui travaille qui était comédienne, qui m'a suggéré, qui savait que j'avais un projet de film depuis quelques années, que j'avais mis sur les tablettes un peu parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop de... C'était un peu difficile, mettons, de le faire avancer. Et puis quand elle m'a parlé de la pièce Naissance, je me suis dit, oh, mais c'est intéressant, ça pourrait être intégré dans le film et donner une occasion de parler de ces sujets-là sur un autre ton, d'une autre manière. Et puis finalement, de l'accouchement, on en parlait un peu tout à l'heure, ça tourne autour de l'accouchement. C'est ça. L'idée, c'était un peu de donner aux femmes de l'information pour se préparer à l'accouchement. Au Québec, on a la possibilité de l'accoucher à domicile, en maison de naissance ou à l'hôpital. Et en même temps, on n'a pas beaucoup d'informations sur les différentes situations. Qu'est-ce que ça peut représenter de choisir d'accoucher en maison de naissance avec une sage-femme ou de choisir d'accoucher à l'hôpital avec un gynécologue? Et quelque part, ça peut être un choix important. Et moi, je trouvais que j'avais envie de donner aux femmes des informations pour savoir qu'est-ce qu'elles choisissent. Bon, en même temps, on pourrait dire, parfois, on n'a pas réellement le choix, et entre autres à Laval, puisqu'il n'y a pas de maison de naissance. Tout dépend des régions où on se trouve. Exactement. Ou même, si on peut trouver choisir son professionnel, c'est pas toujours possible aujourd'hui de choisir le professionnel qui sera là à l'accouchement, parce qu'il y a trop de demandes et pas assez de professionnels. Mais en tout cas, c'est ceci pour dire qu'on est très content d'associer la sortie du film avec un événement bénéfice comme Mieux-être à Laval, parce qu'on pense qu'il faut contribuer à développer ce genre de lieu pour que les femmes aient la possibilité de vivre leur accouchement de la manière qu'elles le désirent. Dans le fond, c'est ça, parce que quand on est obligé d'aller à l'hôpital, parfois ça donne des résultats qui ne sont pas toujours très heureux. On peut être un peu frustré parce qu'on a eu un accouchement médicalisé et que ce n'est pas ça qu'on souhaitait. Et c'est un peu ça le propos du film. Parce que, dans le fond, on en parlait tout à l'heure avec Mieux-être à Laval, vous voulez donner de l'information aussi, mais là, avec un documentaire, l'information, elle est là plus concrète aussi, là, parce que là, il y a des exemples dans le film où on voit des accouchements dans les différents milieux aussi. Exactement. Donc là, c'est une façon de dire, est-ce que c'est ça que je veux pour mon accouchement ou je préfère une autre situation? C'est une belle complémentarité aussi entre l'information brute et là, un exemple concret. Puis je dois dire que les situations d'accouchement qui sont présentées dans le film n'ont pas été mises en situation. Vous pouvez imaginer que pour pas déranger un accouchement, il n'est pas question de demander que ça se passe comme ci, comme ça, etc. Donc tous les accouchements, ils sont tels qu'on les a vécus dans le tournage. Et c'est vraiment, on a été très chanceux parce que les accouchements qu'on a eus sont vraiment très beaux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux d'avoir la possibilité de filmer ça. Ça m'a énormément... D'assister à un accouchement qui n'est pas le sien, c'est quand même... C'est particulier. Moi, mon effort, c'était d'essayer de me fondre dans les fleurs du tapis, comme on dit, pour surtout ne pas déranger, qu'on m'oublie, je ne suis pas là, je ne dérange pas, parce que quelque part... C'est pas très naturel d'avoir une caméra dans une salle d'accouchement. Mais des fois, il y a des pères, là, ou des familles qui vont... C'est ça, c'est différent. Ils se font renvoyer des fois. C'est ça. C'est pas vraiment... Alors, on essaye de se faire oublier, mais ça a vraiment été une expérience extraordinaire. Et je pense... Moi, j'ai l'impression que quand on sort de ces accouchements, quelque part, on a envie d'accoucher. Encore. Ah ouais, c'est vrai. Tellement c'est loin, peut-être, de certaines images qu'on peut avoir, qui sont véhiculées peut-être par les médias depuis longtemps, des cris, des hurlements de douleur, etc. Ouais. Ça peut être autre chose, un accouchement. Et moi, c'est ça que ça m'a vraiment apporté d'assister à ça et de travailler sur ce film, c'est de dire ça peut vraiment être une autre expérience.
Donc, le film sera projeté dans le cadre de cet événement. Sera projeté, la première du film aura lieu la Journée des femmes, oui, ça? Le 8 mars au cinéma Beaubien. Ça, c'est la première. C'est sur invitation, entre autres, avec toutes les personnes qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont participé au film. Ça va être un peu un événement, sur invitation. Mais à partir du 15 mars, ça va être diffusé au cinéma Gouzeau à Laval. Ça va être pendant au moins 2 semaines. Ça va être diffusé au cinéma Gouzeau à Longueuil aussi pendant au moins 2 semaines, puis au cinéma Beaubien. On est vraiment très contents de ça. Et repris peut-être avec vos activités aussi, la Mieux-être Laval. C'est ça. Donc, on a la chance de l'avoir en première à Laval le 11 mars. Puis, j'aimerais souligner comment c'est exceptionnel pour un documentaire québécois de réussir à passer la barre et de passer en salle. Ça nous donne une bonne idée du potentiel d'intérêt pour le grand public là, de ce film-là. Puis j'ai eu l'occasion de le voir. C'est émouvant, informatif. Vraiment, je pense que c'est un outil très, très intéressant pour les parents. Donc, vous pourrez donc y assister le 11 mars et en même temps contribuer à cet organisme, dans ce projet de mieux-être à Laval, le 11 mars au cinéma Gouzeau. Et sinon, quand l'accouchement est passé et que là, on a un petit bébé qui grandit, on a besoin de d'autres services aussi pour la famille. Et au bureau d'aide et d'assistance familiale de la place Saint-Martin et ses environs, long nom. Mais c'est tout simple, hein? On peut l'appeler le BAF. Oui, exactement, l'acronyme le BAF. Donc, c'est sûr que c'est un acronyme un peu particulier parce qu'on pense à BAF, ça. Oui, exactement, mais c'est très positif. Il n'y a aucune c'est un lieu de rencontre erreur aussi entre des parents, des enfants, des familles. Oui. Souvent, ce qui se passe, c'est que on est un milieu pour briser l'isolement. Les familles reviennent à la maison, ils ont une certaine adaptation avec leurs enfants à faire, mais là vient qu'un temps où c'est l'accouchement est merveilleux, l'allaitement aussi, ça va bien, mais il manque quelque chose. Ils ont besoin les mamans ont besoin de partager, ont besoin de sortir de chez elles, de vivre les mêmes réalités, d'entendre aussi les expériences passées par leurs collègues, amis. Donc, c'est vraiment un milieu qu'on veut de vie, dans la mesure où on n'a pas toujours les locaux puis les dispositions physiques et matérielles pour permettre justement une rencontre à longue échéance, à longue échelle, puis un développement... de liens. Par contre, je pense que ponctuellement, on arrive avec nos activités à établir ça. Puis, à la longue, on aspire à ce que ça devienne que les parents créent des groupes d'entraide entre elles, que ce soit au niveau des petits, des enfants, ou simplement pour elles-mêmes dans plusieurs sphères d'activité. Et là, ça fait plusieurs années que vous existez. Ça fait une trentaine d'années. Oui, en fait, ça fait maintenant 32 ans que le BAF est à Place Saint-Martin, est implanté. Et aussi, c'est bien important de comprendre que ce n'est pas seulement qu'un service. Hein. Les parents prennent une part active au changement. Puis ça, c'est bénéfique parce que... On en parlait tout à l'heure aussi avec le mieux-être à Laval. Le but, c'est vraiment d'impliquer les gens, pas juste de les inviter à des activités comme participants un peu passifs. C'est de vraiment... Et des écouter, vous le dites que vous, ça venait... Les propositions venaient de l'intérieur aussi, là, pour les activités... Oui, et je tiens, c'est important pour moi de mentionner que bientôt, nous aurons un atelier qui s'appelle le YAP, donc un autre acronyme qui veut dire « Il n'y a personne de parfait ». Et dans cette optique-là, c'est des parents qui ont vécu la formation YAP qui donneront à d'autres parents cette séance de rencontre. Donc, des parents qui redonnent à d'autres parents, oui, exactement. Donc, c'est un échange. Donc, en fait, les intervenants ne sont qu'accessoires à ce moment-là, puis je trouve ça très, très bien. Donc, juste là pour organiser un petit peu, mais structuré, mais c'est aux familles à s'occuper vraiment des activités. Oui, parce qu'elles sont capables, elles ont toutes les ressources, les familles sont pleines de potentiel, c'est incroyable. Nous, on sait que du bonheur, là, travailler avec au BAF, vous avez des activités, mais vraiment dans tous les domaines. Là, on parle de causerie, un peu comme au mieux-être. On a des activités de lecture, de cuisine, des vêtements que vous donnez. Ça touche vraiment tous les aspects dont les familles ont besoin aussi. Oui, de la personne. Donc, un comptoir vestimentaire qui permet aux familles de venir chercher des vêtements gratuitement aussi, il faut le dire. Puis on veut ces vêtements-là neufs, hein, ou en bon état. Oui, exactement. Il y a 3 sortes de cuisine collective, donc accessibles et diversifiées. On a les ciné-déjeuners le jeudi matin, on offre le déjeuner, simplement pour
juste être ensemble, relaxer. On va avoir le YAP, il y a les SOS, donc Solidarité sociale. On parle de politique, on parle d'environnement, on parle d'un paquet de choses. On parle de féminisme. Et il y a les cafés-rencontres, ça c'est les cafés-rencontres, les SOS, c'est un peu différent. Tout ce qui concerne aussi l'apprentissage et l'éducation des enfants. Il y a de la francisation parce qu'on a beaucoup de mamans et de familles issues de communautés culturelles différentes. Marocains, Sri-Lankais, Afghans, Québécois, Amérique latine. Donc, c'est très diversifié. Alors, on essaie de combler... pour eux de s'intégrer à la société québécoise, mais aussi d'échanger avec les différences culturelles aussi, j'imagine. Oui. Même pour les Québécois, là, on pourrait dire... pure laine qui vont chez vous. Non, ils peuvent apprendre aussi, là, en étant en contact avec des parents de plusieurs pays. La façon d'élever les enfants ou la perception de l'éducation est différente aussi. Exactement. Je pense que c'est plus un milieu d'échange que de dire, bien, on éduque, disons, une communauté culturelle à nos façons de faire ici. C'est ça, il n'y a pas une façon de faire. Non, exactement. C'est ça. J'aimerais ça juste peut-être amener que, par exemple, nous, au Québec, à un moment donné, dans les années 70, il n'y avait pratiquement plus d'allaitement. Alors, on a une culture qui est en train de réapprendre à allaiter, puis ce sont des défis, puis c'est pas évident. Puis il y a d'autres gens qui viennent de d'autres cultures où l'allaitement a toujours fait partie de la vie, puis allaiter, c'est simple, puis c'est pas compliqué pour eux. Puis de les côtoyer, c'est enrichissant pour des parents pour qui c'est comme nouveau. Il y a des femmes enceintes qui n'ont jamais vu une personne allaiter en personne de leur vie. J'ai entendu ça, oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu des modes au Québec, surtout. Il y a des années où on encourageait, c'était obligatoire d'allaiter. Après ça, on disait non, interdit, c'est pas bon pour l'enfant. Et là, ça revient. Et là, on est dans une phase où là, on encourage le plus. Puis c'est ça, on a invité, ça se fera dans les prochaines semaines, Mieux-être à Laval, justement pour élaborer en fait les choix qui s'offrent aux parents dans le cas d'une grossesse, puis et après d'accouchement. Je trouve ça important justement de démystifier tout ce que ça représente et de leur donner le choix. Je trouvais ça beau ce que tu disais, Valérie, parce que c'est pas de leur dire, ben là, ça, c'est moins bon, une marche à suivre. C'est vraiment d'ouvrir, puis de leur offrir des possibilités. Ça, je trouve ça merveilleux. Pourquoi pas faire un ciné-club au BAF avec la projection du documentaire? C'est sûr que moi, je l'achète, là. Après ça. Je veux que ce soit... pour vous, là. Puis même, c'est ça que je leur disais hors d'onde, pour une jeune femme comme moi qui n'en a pas eu, c'est beau, c'est magnifique de voir... j'ai juste vu le preview, là. Oui, la bande-annonce. Merci beaucoup. Et c'était extraordinaire et j'ai hâte. Puis c'est pas écœurant. Ça aussi, ça amène à la discussion aussi de voir un film comme ça, surtout si on le fait, si on projette dans un groupe. Surtout pour des gens qui sont plus ou moins... même pour des gens qui ne sont pas concernés directement, ça suscite la discussion. Mais je pense aussi, par exemple, quand les gens qui viennent d'autres pays, il y a certains pays où les sages-femmes, c'est réservé aux gens qui sont pauvres, dans les milieux très reculés. Donc, c'est peut-être pas très attirant. Donc, ils vont être plutôt attirés à dire on va aller accoucher à l'hôpital, par exemple. Donc, je trouve que c'est intéressant parfois, comme ça, dans des lieux de rencontre, parce que ça permet de rétablir un peu les choses aussi et d'amener d'autres sources d'informations. Et aussi, en parlant de l'isolement, je pense qu'autour de la naissance, autour de la grossesse, on est dans une époque, on est dans une société où les femmes sont très isolées quelque part. Et d'ailleurs, elles emportent beaucoup la culpabilité aussi quand les choses ne se passent pas tout à fait de la manière parfaite. Elles se sentent aussi responsables et alourdies par ça. Et dans mon film, il y a une jeune femme qui est d'origine japonaise et dont l'accouchement, qui a accepté d'être filmé pendant son accouchement. Et c'est incroyable pour moi de voir à quel point elle était seule autour de cet événement. Et je pense qu'elle a eu sa mère qui est venue pendant une semaine seulement après qu'elle a accouché. Donc elle a été extrêmement seule autour de toute cette histoire de l'enfantement. Et je trouve que c'est très précieux d'avoir des organismes comme ça, parce que je pense aussi que c'est un peu le travail que fait la Maison Bleue, mais peut-être un peu plus pointu encore. Mais c'est vraiment précieux parce qu'on a besoin de tissu social comme ça. Oui, bien c'est ça, de créer des rencontres pour dire aux gens, aux femmes aussi qu'elles ne sont pas seules et que plusieurs vivent la même chose en même temps. Donc, c'est une belle façon d'entrer en contact. Donc, je rappelle cet événement. Donc, pour vous, Mieux-être à Laval, ça va être la projection de ce film L'Arbre et le Nid. Soirée bénéfice au Goudzo à Laval le 11 mars avec discussion, un panel et votre projet Mieux-être à Laval qu'on verra possiblement en 2014. Oui, peut-être pour les billets du film. Donc, on peut se procurer les billets en ligne en se rendant sur le site de l'événement. Donc, c'est le mieuxêtre.org/nid
comme dans l'arbre ennemi. On va l'inscrire au bas de l'écran. Merci. Et aussi, le bureau d'aide d'assistance familiale de Place Saint-Martin et ses environs. Plein d'activités pour les familles, pour les parents, pour les enfants. Merci beaucoup à vous trois d'être venus à Ça vaut le détour. Annick Simard, intervenante communautaire au BAF, Lisanne Grégoire de Mieux-être à Laval et Valérie Pouyanne, réalisatrice et productrice. Bonne première pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette émission. Merci à vous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Vous pouvez toujours réécouter Ça vaut le détour sur YouTube et aller aussi nous écouter, nous aimer sur Facebook, sur le site de Ça vaut le détour. C'était Anne-Marie Kerouac. Merci et à très bientôt.